Bonjour, aujourd'hui on va voir Spare, c'est la biographie du prince Harry, évidemment anglais. Tout d'abord une enfance dans l'ombre. Donc Spare, c'est le suppléant aussi, pardon. Spare s'ouvre sur un traumatisme fondateur de la vie du prince Harry. Donc on a tous entendu parler, la mort de sa mère, donc Lady Diana, en 1997, alors qu'il n'a que 12 ans. Le titre du livre fait référence à une expression traditionnelle de la monarchie britannique. L'héritier et le suppléant. C'est heir and spare. Heir, je crois que c'est H-E-I-R, pas H-A-I-R comme les cheveux. Et ça souligne la place subalterne qu'il a toujours occupée par rapport à son frère aîné William. Dès les premières pages, Harry évoque un sentiment de marginalité au sein de la famille royale. Un statut presque accessoire, réduit à l'arrière-plan. Cette perception marquera toute son existence. Ensuite, sa scolarité, la discipline et les dérapages. Après des études à Eton, E-T-O-N, c'est une école, l'école des élites anglaises, où d'ailleurs il n'y a pas que des Anglais, loin de là, où il se sent en décalage avec l'élite aristocratique, Harry s'engage dans l'armée. Il y trouve une forme de structure, de fraternité et de reconnaissance qu'il ne ressentait pas dans la sphère royale. Il sert notamment en Afghanistan, où il participe à des opérations de combat, pilotant un hélicoptère Apache. Cette expérience militaire est centrale dans sa construction personnelle. Le livre revient également sur ses erreurs de jeunesse, largement médiatisées. Sa consommation de drogue, les soirées arrosées, les photos de lui déguisé en nazi, ça avait fait couler de l'encre à l'époque. C'est un événement d'ailleurs aujourd'hui qu'il évoque un peu avec honte, et regret. Il décrit ces épisodes non comme des provocations, mais comme l'expression d'un profond mal-être. Ensuite, sa rencontre avec Meghan Markle. Donc la seconde moitié du livre est centrée sur sa rencontre avec cette actrice américaine, féministe et métisse. Leur relation bouleverse la monarchie britannique et génère une couverture médiatique intense et souvent hostile, notamment de la part de la presse britannique, les tabloïds, les fameux tabloïds avec The Sun. Harry relate leur histoire d'amour avec tendresse, leur complicité, les obstacles qu'ils ont dû affronter, mais aussi la violence médiatique, les attaques racistes et sexistes visant Meghan. Il accuse explicitement la presse britannique d'avoir mené une campagne de harcèlement envers son épouse, en partie tolérée, voire alimentée par la couronne. Ensuite, il y parle de sa rupture avec la famille royale. Donc le couple, de plus en plus isolé et maltraité dans l'entourage royal, décide en 2020 de quitter leur fonction officielle. Ce Megxit, comme le Brexit, vivement commenté dans le monde entier, est présenté dans le livre comme un choix de survie, surtout pour protéger Meghan, alors en souffrance psychologique, d'après lui. Harry décrit sa frustration face à l'intransigeance de son père Charles, la froideur de William et la stratégie de silence de la famille royale, qui préfère toujours préserver l'institution plutôt que les individus. Il revient ensuite sur les conflits familiaux, en particulier une dispute violente avec son frère William, qui l'aurait physiquement agressé au sujet de Meghan. Ensuite, sa vie post-royale pour terminer. Donc le livre s'achève sur la reconstruction du couple en Californie. Leur travail caritatif, leurs nouveaux projets, entre autres avec Netflix, Spotify, et la naissance de leurs enfants, Archie et Lilibet, et leur volonté de construire une nouvelle vie loin du tumulte royal. Et enfin, Harry conclut en exprimant son désir de réconciliation, sans renier pour autant sa vérité. Donc c'est tout d'abord un récit de libération. C'est un livre de rupture en fait. C'est un témoignage franc, intime et souvent brutal d'un homme qui cherche à se réapproprier son histoire et à briser le silence imposé par la monarchie. Ce n'est pas un ouvrage politique ou idéologique, mais un cri du cœur, une tentative de comprendre ses blessures pour ne pas les transmettre à ses enfants. Harry remet en question l'idéologie monarchique fondée sur la discrétion, le devoir et la sacralité de l'institution. Il lui oppose une démarche plus moderne, celle de la parole, de la vulnérabilité et de la transparence émotionnelle. Ensuite, c'est un choc des cultures. Donc à travers la figure de Meghan, c'est un choc culturel qui s'exprime entre une institution monarchique archaïque, blanche, hiérarchisée, et une modernité plus ouverte, féministe et médiatique.
Le racisme latent dans la presse britannique et l'indifférence de la famille royale face à cette hostilité sont dénoncés avec force. Harry montre aussi l'absurdité d'un système où l'image compte plus que les liens humains, où les apparences sont constamment surveillées et où les émotions doivent être contenues. C'est une autobiographie également en quête de sens. Donc au fil des pages, le lecteur sent un homme en quête d'identité, à la recherche de vérité, de paix intérieure et d'amour durable. Il ne s'agit pas simplement de raconter sa version des faits, mais de rompre avec l'histoire familiale marquée par la douleur, le silence et le sacrifice de soi. Je me rappelle à l'époque, juste une anecdote, pendant l'enterrement de Diana, donc j'avais 23 ans pour le coup, ça vous donne mon âge aujourd'hui. Il y avait donc le prince Charles, Harry et William, et je me rappelle il semblerait qu'on leur avait demandé de ne pas pleurer lorsqu'il y avait le cercueil de leur mère qu'ils adoraient. Et c'est un peu ça en fait qui a façonné Harry et une des choses qui lui a donné envie de s'expatrier, tant physiquement que psychologiquement. Bon, évidemment, il y a des personnages, le prince Harry. Il parle également de Lady Diana. Donc, bien qu'elle soit morte tôt dans sa vie, Diana occupe une place immense dans le récit. Harry l'idéalise presque. Elle est la figure de la maternité, de la compassion et de la sensibilité à ses yeux. Elle est aussi le modèle de rébellion contre l'institution. Et sa disparition brutale est une plaie ouverte qui façonne d'ailleurs tout le livre. Il parle de son frère William, qui est dépeint comme le frère protecteur devenu rival, plus conformiste, plus proche de la couronne. Leur relation s'est détériorée au fil des années. Et une scène d'ailleurs marquante du livre évoque une altercation physique, comme on le disait, entre les deux frères. Donc Harry, dans le livre, ne cache pas sa douleur, mais il garde une forme de tendresse et d'espoir envers William. Il parle de son papa, Charles III. Donc le père de Harry est présenté comme un homme froid, peu démonstratif, mais pas cruel. Il est prisonnier de son rôle et de l'image qu'il doit entretenir. Harry lui reproche son manque de proximité et de soutien. Leur lien semble fragile, mais pas irrémédiablement rompu. Et enfin, donc Meghan, qui est décrite comme une figure solaire, forte, cultivée, mais vite brisée par le harcèlement médiatique et l'absence de protection de la famille royale. Harry lui rend hommage d'ailleurs dans le livre, soulignant à quel point son amour pour elle a été un catalyseur de changement. Et bien évidemment, les médias britanniques, ils constituent en fait l'ennemi omniprésent. Harry les accuse de mensonges, d'intrusion, de manipulation, et même d'avoir contribué à la mort de sa mère. Il dénonce également la connivence entre la presse et certains membres de la famille royale, qui auraient parfois sacrifié sa réputation pour protéger la leur. Donc pour conclure, c'est un témoignage puissant, dérangeant, humain. Et loin de la langue de bois habituelle de la monarchie, Harry expose ses blessures avec une honnêteté rare. Il ne cherche pas à plaire, ni à faire l'unanimité, mais à reprendre le contrôle du récit de sa vie. Donc le livre est une critique virulente mais mesurée de l'institution monarchique. De la presse tabloïde aussi un peu, bien qu'il y ait quand même deux, trois clashs qui y sont expliqués. Et d'une culture du silence émotionnel. Il met en lumière la violence psychologique exercée sur les seconds rôles de la royauté. Voilà, en gros, c'est tous ceux qui n'ont ni trône ni liberté. Donc au final, dans un monde où les figures royales sont encore perçues comme inaccessibles, ce récit vient humaniser un prince, le rendre vulnérable, proche et faillible. Qu'on adhère ou non à ses choix, on ne peut que reconnaître dans ce père une voix singulière, une quête sincère et un récit profondément contemporain. À bientôt.